Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. L'Assemblée nationale a reçu ce matin du gouvernement la synthèse du document relatif à l'orientation budgétaire. L'objectif est d'impliquer tous les acteurs de développement. Des semences pour la culture du café arabica, le plateau de foot a choisi pour la réalisation de ce projet, mais des difficultés ont été recensées par endroits. Et puis la communauté de Guinée a célébré ce vendredi le 57e anniversaire de l'indépendance du Mali. Les moments forts de cette célébration avec notre reporter Cheikh Sanoussi Santon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Lutte contre le VIH-Sida. L'Union africaine se penche sur la question. Le président en exercice, professeur Alpha Condé, apporte son appui à l'ONU-Sida dans l'optique d'éradiquer le fléau dans le monde. Sanassi Keita. La lutte contre le sida reste également une préoccupation majeure pour l'Union africaine. Le président en exercice de l'organisation panafricaine apporte son soutien à l'ONU-Sida dans cette lutte commune engagée contre le VIH-Sida dans le monde. Et effectivement, nous avons lancé le programme de 2 millions d'agents communautaires parce que nous avons vu l'utilité des agents communautaires lors de l'épidémie d'Ebola. Parce que vous savez, l'Ebola, avec les médecins habillés comme des cosmonautes, etc., ça fait peur aux populations. Donc ensuite, les gens n'aiment pas être éloignés de leur famille. Donc nous avons vu qu'il est très important d'avoir des personnes qui peuvent le soigner et qui sont à côté. C'est pourquoi nous avons lancé le programme de recruter 2 millions d'agents communautaires pour toute l'année. Et nous avons demandé l'aide de tous les pays. Donc je suis venu juste pour apporter la solidarité de l'Union africaine, pour que l'Union africaine soutienne effectivement la lutte et que nous espérons vaincre bientôt le sida. Donc c'est surtout pour manifester notre soutien total. Et aussi nous avons commencé la campagne partout, même au déjeuner hier avec le président Trump. Nous avons insisté de nous accompagner pour avoir les 2 millions d'agents communautaires. Merci. Des ovations, oui, il y en a eu dans cette salle pour le président Alpha Condé qui vient de marteler sans cesse le soutien de l'Union africaine à la lutte contre le sida. Et juste après cette réunion, le président Alpha Condé s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume de l'Arabie Saoudite qui représente le roi Salman à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Au menu des échanges entre professeur Alpha Condé et Abdel Ben Ahmed Al-Joubeir, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Riyad. Plusieurs sujets comme la formation, l'énergie, le financement des projets tels que l'hôpital national d'Anka et la cité Waf Guinée ont été longuement discutés par ces deux personnalités qui ont affiché leur volonté d'œuvrer dans le sens de la redynamisation des liens d'amitié et de coopération entre Riyad et Conakry. Autre rencontre du chef de l'État, celle avec les hommes d'affaires américains évoluant dans divers domaines d'activité socio-économique. Une occasion pour le chef de l'État d'expliquer brièvement à ses chefs d'entreprise les opportunités d'investissement en Guinée. En réponse, ces hommes d'affaires ont manifesté leur désir au chef de l'État de venir davantage investir pleinement en Guinée dans un esprit de partenariat mutuellement avantageux. Ici à New York, le président en exercice de l'Union africaine reçoit également le président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila et professeur Alpha Condé ont évoqué pendant plus d'une quarantaine de minutes les sujets liés à la situation sociopolitique en RDC, notamment l'élection présidentielle. Enfin, c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui reçoit le président en exercice de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé met l'occasion à profit pour apposer sa signature dans ses livres pour marquer son passage au siège des Nations Unies ce 22 septembre 2017. Et puis ce message départ destiné à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Excellence Monsieur le Président et chers frères, la commémoration du 57e anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres dans cette ferveur de joie et de
liesse populaire, je voudrais rendre un hommage solennel aux fils et filles maliens qui se sont sacrifiés pour la cause de l'indépendance. Aussi saluer les brillants résultats enregistrés par votre pays sur le plan socio-économique, politique et culturel, sur votre clairvoyante direction, votre constant souci de faire du Mali un havre de paix et de quiétude sociale, gage de tout développement, est apprécié. C'est également le lieu de souligner votre courageuse posture sur les problèmes actuels de notre continent, confronté aux problèmes du développement, de stabilité et de sécurité dans notre sous-région, notamment la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous traduire ma volonté d'œuvrer avec vous au renforcement et à la diversification de nos traditionnels liens d'amitié, de fraternité et de coopération unissant nos deux pays. En vous renouvelant mes vœux de bonnes fêtes, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération qu'on a créée le 22 septembre 2017, signé professeur Alpha Condé. Comme annoncé au sommaire, pour plus de transparence, le gouvernement guinéen a déposé à l'Assemblée nationale la synthèse du document relatif à l'orientation budgétaire. Cette nouvelle initiative consiste à discuter en amont le projet de loi des finances dont le débat d'orientation budgétaire s'ouvrira dans les prochains jours. Abdoulaye Diallo. Des mains du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale reçoit la synthèse du document relatif à l'orientation budgétaire pour l'année 2018. L'initiative est de répondre aux soucis des députés qui ont toujours sollicité de participer en amont à l'élaboration du projet de loi des finances avant de le soumettre pour examen et adoption. Le document décrit le cadre macroéconomique dans lequel notre économie doit évoluer dans les 3 années à venir, parce que c'est un document pluriannuel, donc 2018, 2019 et 2020, et ça s'emboîte bien avec le cadre macroéconomique sur lequel nous sommes entendus avec le Fonds monétaire. Ça définit aussi les grandes dépenses, les grandes masses de dépenses pour le secteur de l'éducation, pour le secteur de la santé, pour les investissements, mais aussi pour d'autres, les infrastructures entre autres. Nous avons aussi les grandes ressources qui sont attendues par les différentes régies, que ce soit la direction des impôts, la direction du Trésor, mais aussi la direction des douanes. Donc ce sont ces différents éléments qui sont dans le document et qui cadrent bien avec les priorités du gouvernement, qui sont entre autres permettre à notre population d'accéder à de meilleures conditions de santé. Vous savez, nous sortons d'une période d'épidémie douloureuse, donc nous avons tiré les leçons, nous veillons à ce qu'il y ait beaucoup plus d'accent sur notre système de santé en termes budgétaires. L'éducation aussi, qui constitue un des piliers de notre programme de développement économique et social, le renforcement du capital humain. Ça prend aussi nos réseaux routiers, bien sûr, pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer, permettre aussi à nos entreprises de pouvoir aller s'implanter dans des conditions bien meilleures, là où il faut. En fait, tout ce qui concerne les infrastructures socio-économiques de développement. Dans les prochains jours, des débats sur ce document seront organisés entre membres du gouvernement, députés, acteurs de la société civile et secteur privé, ce qui va permettre à tous ces acteurs d'être mieux informés sur les hypothèses de croissance et des priorités de développement du gouvernement pour les 3 années à venir. Ce premier débat d'orientation budgétaire traduit la volonté du gouvernement et de l'Assemblée nationale de contribuer ensemble à l'amélioration de la gestion des ressources et des dépenses publiques qui reste une condition essentielle de notre développement. Ce processus, donc le débat que nous initions, participe au développement des pouvoirs budgétaires de l'Assemblée qui est désormais associé à la définition de la politique budgétaire et informé de l'évolution des finances publiques à moyen terme. Ce processus permet au gouvernement de présenter les grandes orientations de la politique des finances publiques et les priorités budgétaires pour la période 2018-2020. L'objectif ultime de cette démarche est de s'assurer que les orientations budgétaires du gouvernement répondent aux aspirations profondes des populations et inscrivent l'action du gouvernement
sur cette trajectoire. Conformément au texte, ce document était attendu depuis juillet. En dépit de ce retard, l'Assemblée nationale se réjouit de l'engagement du gouvernement à se soumettre aux exigences des institutions. Officiellement, il y a un temps qui est prévu pour ce débat qui ne peut pas avoir lieu, chers collègues, si vous n'avez pas au préalable pris connaissance du contenu du document qui vient de nous être déposé. Nous allons nous retrouver en étant sûrs que ce que nous allons arrêter ensemble avec l'exécutif, n'est-ce pas, sera conforme à ce que nos partenaires techniques et financiers avec lesquels nous travaillons dans le cadre des prochains programmes économiques et financiers, que je souhaite être un programme, n'est-ce pas, tourné vers la relance et non plus la stabilisation à laquelle nous nous sommes soumis volontairement. Et je crois qu'en travaillant ensemble, à mon avis, il y a un certain nombre de barrières au niveau des députés, peut-être au niveau aussi des hauts fonctionnaires, qui vont tomber et qui nous permettront de faire en sorte que la gestion de la chose publique puisse nous amener de part et d'autre à poser des actes, n'est-ce pas, propices au bien-être du peuple que nous représentons au niveau de l'Assemblée nationale ici. C'est la première fois dans l'histoire économique de la Guinée que le débat d'orientation budgétaire est organisé. Il permet de corriger les insuffisances relevées par les différentes missions d'assistance technique et financière, mais aussi de mettre au même niveau d'information tous les acteurs intervenant dans le processus de développement de notre pays. C'est donc parti. Les débats s'ouvriront dans les jours prochains à l'Assemblée nationale afin d'impliquer tous les acteurs de développement. Pour une meilleure justice électorale, le président de la CENI multiplie les rencontres avec les institutions. Cette prise de contact l'a conduit chez le ministre d'État à la justice. À l'issue de la rencontre, les deux personnalités ont échangé sur l'organisation des élections prochaines, mais aussi sur l'implication des magistrats dans la gestion du processus électoral. Tchorno Younoussaba, reportage. L'implication de la justice est plus que jamais nécessaire dans un processus électoral. Le président de la CENI et le ministre Sako échangent sur la prochaine organisation des élections locales. Déjà, plusieurs séries de formations des magistrats réconfortent le garde des Sceaux. Les magistrats sont ceux-là même qui vont gérer les contentieux sur les candidatures et qu'ils vont également gérer le contentieux électoral à la base, dans les tribunaux d'instance et de justice de paix. Donc les questions de formation vont pointer à l'horizon. Il est important que nous échangeons, que nous ayons des points de vue communs pour pouvoir aller vers ces formations et pouvoir trouver des solutions idoines. Au terme de cet entretien, le ministre Sako promet d'œuvrer aux côtés de la CENI pour des élections locales réussies. On a parlé effectivement de la mission de la CENI, on a parlé de l'organisation des élections à venir, et puis on a surtout pointé du doigt le rôle que vont avoir les magistrats pendant ces élections. Rôle de contrôle, rôle de surveillance, rôle de sanction. Et nous allons accompagner donc la CENI dans l'organisation des élections locales à venir. Là aussi, c'est une mission du ministère de la Justice. Cette rencontre est la suite logique de prise de contact initiée par le président de la CENI. Maître Kébé et Maître Sako, tous deux avocats, s'engagent pour le respect des principes démocratiques. Célébration de la Journée mondiale de la paix à travers le monde. Cette journée a été commémorée sous le thème « Ensemble pour le respect, la dignité et la sécurité pour tous ». En cette journée internationale de la paix, le ministre guinéen de la citoyenneté a axé son adresse sur la consolidation de la solidarité mondiale. Et reportage Daouda Tampasila. À l'occasion, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté s'est adressé à l'opinion pour élucider l'impact du thème retenu pour cette année.
Ce thème a été choisi pour mettre à l'honneur la campagne Ensemble, une initiative mondiale des Nations Unies qui favorise le respect, la sécurité et la dignité, notamment pour toutes les personnes forcées par les circonstances à fuir leur domicile à la recherche d'une vie meilleure. En faveur de cette commémoration, Gassama Diaby a exprimé une pensée à l'endroit de ces multiples déplacés à travers la planète, fuyant les guerres et d'autres calamités naturelles. Aujourd'hui, à travers le monde, les guerres, les catastrophes naturelles, l'oppression, la violence et la pauvreté continuent à faire des victimes, mais aussi à faire des déplacés en masse, tels que dans des pays amis et frères, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Soudan du Sud, en Birmanie, en Irak, en Syrie, en Afghanistan et aux Caraïbes. L'exercice de la présidence de l'Union africaine par le président Alpha Condé, chef de l'État guinéen, s'inscrit dans cette démarche. Chers compatriotes, consciente de ces enjeux, la Guinée a développé plusieurs actions au cours de ces dernières années, et ceci toujours dans l'esprit de la Constitution, notamment dans son article 1er, et qui est fait l'éloge de la liberté, et à travers notre devise qui est le travail, la justice et la solidarité pour les Guinéens, entre les Guinéens. La culture de la paix est une culture du dialogue et de la prévention. Puisqu'on parle de paix, il y a des livres qui abordent ce concept. Cette journée a été aussi marquée par des activités littéraires organisées par le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, le président de la fondation El Hadj Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, une activité qui a pour but de promouvoir la consolidation de la paix à travers le livre. Compte rendu, Mekini Moussa Kamara, Fatimatou Diallo. Le 21 septembre est la date instituée par l'Organisation des Nations Unies pour commémorer la journée de la non-violence. Après son institutionnalisation en 1981, cette journée est accompagnée par le Commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, en synergie avec la Fondation El Hadj Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale. L'éducation et la sensibilisation du grand public sur les questions liées à la paix est l'objectif recherché. La paix, ce n'est pas un mot, ce n'est pas la blague. La paix, c'est le sérieux. Donc notre pays a besoin de la paix. Et sans la paix, nous ne pouvons rien construire dans notre pays. Nous voyons comment les autres pays sont en train d'aujourd'hui se bagarrer, se battre pour développer leur pays. Mais nous sommes en consensus, sur consensus, les dirigeants politiques guinéens, la population guinéenne puisse vraiment accepter que ces pays puissent avoir la havre de paix que nous avons tant besoin et que nous avons vécu pendant tous ces temps. Aujourd'hui, la Guinée, tout le monde nous en veut parce qu'on a tout. Il faut que les Guinéens se mettent ensemble et nous allons, à travers les écrivains, faire passer ce message de paix et de bonheur aux uns et aux autres pour que notre pays puisse mieux se construire, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, sans la paix, il n'y a pas de littérature, sans la paix, il n'y a pas de développement du livre. La promotion de la diversité culturelle et le respect de la dignité humaine sont les principales recommandations de la rencontre. Des œuvres littéraires seront produites pour mieux rapprocher les différents peuples. Il faut avoir des démarches efficientes pour que notre société soit calme, pour que notre société vive dans l'harmonie. Et c'est ce que nous avons essayé de développer à travers l'importance du livre dans la mise en évidence et aussi dans la mise en forme de la paix dans notre pays. Nous, écrivains, qu'est-ce que nous pouvons faire pour consolider la paix, nourrir la paix dans notre pays? Je crois qu'en le faisant, ce que nous demandons et ce que nous faisons, c'est plonger nos plumes chaque fois qu'il le faut dans une encre de paix. Et quand c'est ainsi, je crois que ceux qui nous lisent ne voient pas à travers notre écriture
des idées qui peuvent être contraires à la paix, mais des idées plutôt, et par leur illustration, qui peuvent renforcer l'idée de paix. La semaine de la paix se poursuivra jusqu'au 28 septembre prochain à Conakry. Des conférences scientifiques, la formation des bibliothécaires, les préparatifs de l'indépendance de la Guinée et du Mali sont au menu des festivités. Un programme qui permettra de vulgariser les messages d'apaisement. Dans un autre registre, afin des travaux de la formation des femmes sur la communication masse médiatique, ces femmes ont montré un grand intérêt à cette formation puisqu'elles ont appris plusieurs notions journalistiques et aussi à participer au débat public, y compris dans les médias, en exprimant leur point de vue et leurs idées. Jenny Ansané. Une communication responsable et des messages citoyens sont des principes en démocratie. Les femmes des partis politiques devraient être en mesure de cerner les concepts de la communication, surtout en période électorale. Elles apprennent ici les techniques de communication en mass média à travers des modules. Nous sommes ici en Guinée à l'approche des élections locales qui s'annoncent très prochainement. Donc le NDI a cru bon d'outiller les femmes des partis politiques à parfaire leur communication. Donc nous avions parlé des techniques de communication en public, nous avions parlé de la communication politique et la plupart des participantes sont dans un comité de plaidoyer. Donc on a parlé également des stratégies de communication et de la mise en œuvre d'un plan de plaidoyer. On travaille avec les femmes, surtout les femmes des partis politiques, parce qu'on a constaté que les femmes des partis politiques sont laissées un peu en marge par rapport aux femmes de la société civile. Chaque fois qu'il y a des formations, elles ne sont pas là. Elles incarnent désormais le leadership féminin en termes de communication en Guinée. Ces femmes de comité de plaidoyer nourrissent l'ambition de porter à l'avenir les discours sociopolitiques de leurs institutions respectives. Cette formation nous a apporté beaucoup. En tant que membre de partis politiques, ça nous donne vraiment l'opportunité de comprendre un peu les principes de la communication et de les utiliser et comment utiliser la communication pour pouvoir convaincre nos militants, pour pouvoir passer des messages pour aussi bien la promotion de notre parti que la promotion du programme de notre parti. Le comité de plaidoyer a animé une conférence de presse qui a permis aux journalistes de poser toutes les questions relatives au leadership féminin en Guinée. Parlons de la promotion du dialogue. Une mission de la CEDEAO est en Guinée pour examiner les différents aspects de l'organisation du forum du dialogue social tripartite. L'objectif commun est d'harmoniser les politiques sociales au sein de la CEDEAO. Le point avec Amadou Touré. Du 24 au 27 octobre prochain, la Guinée va abriter pour la première fois l'Assemblée du Forum du dialogue social de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour préparer cette importante rencontre sous-régionale, l'institution a dépêché une mission d'exploration en Guinée. C'est une première du genre. Donc on avait déjà organisé beaucoup d'assemblées générales du Forum du dialogue social, mais jamais on avait fait une réunion exploratoire. C'est pour vous montrer l'importance qu'on a donnée pour cette Assemblée générale du Forum du dialogue social qui va se réaliser ici en Guinée. Ce forum international qui aura lieu en Guinée permettra une meilleure visibilité de ce beau pays et aussi aura un impact sur le droit social, le traitement, déjà le dialogue entre le gouvernement, les partenaires sociaux. Le Forum du dialogue social est la plus grande rencontre tripartite gouvernement, employeurs et travailleurs. Il s'agira pour les décideurs d'analyser et d'harmoniser les meilleures conditions de vie des travailleurs ouest-africains. Ça permettra aux Guinéens d'échanger avec les autres de la sous-région et d'harmoniser nos positions, et le tout nous permettra de favoriser ce qu'on appelle nos politiques, l'harmonisation de nos politiques. Parce que quand on parle d'harmonisation des politiques, ce n'est pas seulement les politiques économiques, mais c'est aussi les politiques sociales. À Conakry, la mission de la CEDEAO a rencontré plusieurs acteurs concernés par le forum. On ne peut pas
employer les gens sans qu'il y ait une réglementation correcte qui puisse encourager les employeurs à recruter, puisque recruter signifie déjà un contentieux. Tu peux recruter, c'est licencier ou donner congé, ainsi de suite. Tout ça là, quand c'est harmonisé au niveau de la CEDEAO, ça fait déjà un grand pas. Le forum du dialogue social de la CEDEAO a vu le jour le 2 juillet 2010 au Cap-Vert. Le dernier forum a eu lieu à Bamako en 2015 et la Guinée abritera en octobre prochain le 6e forum. Toujours dans l'actualité de chez nous, comment amener les agents des services publics à rendre compte aux citoyens? La question est au centre d'une formation du comité de suivi citoyen de la société civile. Cette démarche du balai citoyen vise à vulgariser la notion de redevabilité dans l'administration publique. Maurice Sidibé nous signe ce reportage. Selon un rapport de Transparency International publié en 2016, la Guinée est le 29e pays africain le plus corrompu et 142e dans le monde. Un rapport accablant qui attire l'attention des acteurs non étatiques. La société civile guinéenne, à travers la cellule du balai citoyen, multiplie les actions pour donner une bonne image à la Guinée et de lutter contre le phénomène sous toutes ses formes. Le comité de suivi citoyen des 5 communes de Conakry renforce leurs connaissances en matière de mobilisation citoyenne pour le suivi des politiques générales et les marchés publics. La Guinée est à l'échelon de classement mondiaux. C'est d'après ce constat on s'est rendu compte qu'il était intéressant que les citoyens, les personnes de ressources puissent s'engager auprès des collectivités pour demander compte à ceux qui gouvernent ce pays, afin que le bien ou le patrimoine public puisse être utilisé à bon escient et à l'intérêt de tous les Guinéens. Pendant 3 jours, cet expert des Nations Unies va développer des modules liés à la transparence budgétaire, le contrôle citoyen et les mécanismes de la redevabilité. L'effet recherché est de réveiller la culture de la redevabilité au sein de l'administration publique. Nous pensons que c'est extrêmement important parce que ça réveille un aspect important de notre gouvernance qu'on avait tendance à oublier, c'est la redevabilité. J'espère que le premier point, comme je l'ai dit, que les gouvernants, les agents des services publics prennent ces enquêteurs donc, comme des partenaires, qui vont essayer de travailler ensemble. La première phase de ce projet pilote touche plus de 100 jeunes. Cette initiative du balai citoyen va s'étendre à l'ensemble des antennes de la plateforme dans tout le pays. Autre sujet d'actualité, la culture du café arabica est un projet présidentiel apprécié pour son arôme. Une tonne de la sémence de cette espèce de café est arrivée en Guinée en provenance du Rwanda. Le processus de germination est en cours sur le plateau du Fouta, mais quelques difficultés ont été signalées sur le terrain. Le constat avec notre reporter Aboubakar Junior Camara. La relance de la culture du café en Guinée est une initiative présidentielle. Une relance qui met en exergue plusieurs variétés de café. Ici, à Barène, dans la sous-préfecture de Timbi-Madina, 1 500 000 pieds du café arabica sont en phase de germination. Ce café importé de Rwanda peut bien donner sur les plateaux foutaniens à cause de son climat humide. Mais dans ce centre de production de matériel végétal de Barène, les moyens sont limités, voire inexistants pour mener à bien cet ambitieux projet de germination. Les difficultés majeures que nous rencontrons actuellement, c'est le retard du financement. Et ce retard a occasionné un retard encore sur la réalisation des activités qui devraient être réalisées avant aujourd'hui. C'est notamment l'ouverture d'un bassin d'accumulation pour arroser les pépinières et la confection des ombrières pour protéger les plants et le paiement des manœuvres qui se sont investis depuis 2 mois. Ils n'ont pas reçu encore leur salaire. Pour 1000 hectares prévus, la réalité du terrain donne 1500 hectares, ce qui augmente forcément les dépenses liées à ce projet. Les 31 contractuels du centre ne veulent plus continuer les travaux à cause du non-paiement des arriérés de salaire, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie des nouvelles plantes. C'est une catastrophe. Si ce retard continue, je veux vous dire dans 10 jours ici, ce sera une catastrophe.
S'il faut contribuer, s'il faut venir maintenant appuyer, c'est maintenant. Le réseau d'irrigation n'existe pas. Les plastiques de conservation sont attendus impatiemment par les responsables du centre pour sauver ces jeunes plantes du café arabica dans la région. Un café expérimenté pour la première fois en Guinée. Une délégation de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel guinéen fait éclore ses expériences. Ce acquis capitalisé a été partagé avec ses homologues maliens au salon Millennium de Bamako. La partie guinéenne a présenté son expertise en gestion et financement de la formation professionnelle avec l'intention qu'elle serve à d'autres pays. Moussa Koumara est notre envoyé spécial au Mali. C'est une journée de partage d'expérience. À Bamako, le cas guinéen sur la gestion et le financement de la formation professionnelle est présenté. L'occasion pour l'Office guinéen de formation de valoriser son modèle grâce à l'intervention du spécialiste. Un guide pour le Mali et le Niger dans la mobilisation des fonds et l'organisation de leurs structures. Le FAFPA au Mali a déjà fait beaucoup, mais l'exemple guinéen est un modèle pour nous. Le plus gros des problèmes, c'est la collecte des fonds. Au niveau de la Guinée, on s'est rendu compte que les fonds sont perçus au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est une très très bonne chose, et il y a un guichet pour le fonds guinéen. Nous n'avons pas ça encore. Donc il est très difficile que les objectifs soient atteints au niveau du Mali. Je viendrai personnellement en Guinée pour tirer davantage d'expérience, partager l'expérience de la Guinée, surtout en matière d'apprentissage en milieu rural. Ça, c'est un dispositif qui nous a beaucoup intéressés et nous allons nous servir de l'exemple guinéen pour le transporter et l'implanter dans notre pays au Niger. Comme la Guinée, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont invités à partager leur expérience de la formation professionnelle. Objectif recherché, mutualiser les bonnes pratiques de gestion et de financement dans la sous-région. Exemple de réussite dans le secteur artisanal, le Mali réussit l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au-delà de ce que nous avons apporté lors de cette conférence, nous avons beaucoup appris des fonds présents, notamment de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la Tunisie, et même du Mali dans tout ce qui est dispositif d'apprentissage. Aujourd'hui, je repars à Conakry avec beaucoup d'éléments à soumettre et beaucoup de choses que l'on pourrait faire en Guinée dans le cadre d'un dispositif de formation et d'apprentissage plus efficace. Ici à Bamako, ces différentes institutions et fonds de formation professionnelle de la sous-région se sont désormais accordés à mutualiser leurs efforts pour rendre plus compétitives les entreprises, mais aussi et surtout faciliter l'employabilité des jeunes. Le développement socio-économique de la préfecture de Dinguiraye est une préoccupation pour ces filles et filles, de la participation de l'association Dinguiraye en action aux initiatives de développement. L'association a conféré avec la presse nationale. La rencontre a porté sur l'examen des grandes lignes relatives au développement de la préfecture. Daouda Tabansila, Habib Djam, reportage. Le désir est grand. Les fils et filles ressortissants et amis de Dinguiraye, vivant en Guinée et ailleurs, décident d'apporter à leur préfecture un grand appui en unissant leurs forces. L'intervention se fera sous l'étendard de l'association Dinguiraye Action. Nous avons constaté que les écoles sont désuètes et le niveau de l'alphabétisation et autres fait défaut. Et nous allons voir comment renforcer cela. Nous avons déjà entrepris des démarches face à des personnes morales qui veulent bien nous accompagner pour relever un peu le niveau de la formation des jeunes à Dinguiraye et les infrastructures aussi qui reçoivent ces jeunes-là. Je pense que d'abord ce que je vais faire, c'est introduire ces informations au niveau de la coordination qui compose toutes les associations au niveau national en Espagne pour expliquer l'objectif. Pourquoi Dinguiraye Action? Et ainsi, je pense, je pourrais avoir leur participation. Je pourrais aussi avoir leur participation. À Dinguiraye, ville cosmopolite, religieuse et culturelle, tout est priorité. Mais la santé et la formation sont les priorités des priorités.
L'organisation apolitique Dinguiraye Action se veut transversale pour relever tous les défis socio-économiques dans la cité de l'âge Omar Tall. L'essentiel de ce qui doit nous intéresser aujourd'hui, c'est le développement socio-économique de Dinguiraye. Et quel que soit son partenaire, et tous les fils et filles de Dinguiraye sont unanimes à cela aujourd'hui. Dinguiraye Action, c'est un groupe de plaidoyer et de lobbying. Le 23 septembre prochain, l'association Dinguiraye Action va lancer officiellement ses activités. À l'occasion, plusieurs personnalités de la préfecture, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des diplomates sont attendus. Célébration ce vendredi du 57e anniversaire de l'indépendance du Mali. En Guinée, cette date a été commémorée par la communauté malienne dans un esprit d'entente, d'entraide et de solidarité. Cheikh Sanoussi Sanko. Le Mali fête les 57 ans de sa souveraineté ce 22 septembre. Pour le coup d'envoi de cette fête commémorative à Conakry, la lecture du Saint-Coran. Plusieurs intervenants se sont succédés pour soit rappeler le parcours historique d'un peuple assoiffé du bien-être, soit pour faire appel aux Maliens à l'entente et à la solidarité. Nous célébrons dans un contexte particulier, cette année le 22 septembre, car nous sommes dans une période difficile, où nous sommes entre rébellion exacerbée et un terrorisme avec des pratiques inhumaines, portant atteinte à la liberté de pensée, à la liberté religieuse, voire même au droit à la vie. Cette situation de ni paix, ni guerre appelle de notre part un engagement fort, mais aussi un patriotisme ardent, afin de défendre les valeurs historiques de la République du Mali, un peuple, un but, une foi. Cette fête anniversaire de l'indépendance du Mali coïncide fort heureusement avec l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. À ce titre, le commissaire général de cet événement et les écrivains chercheurs du Mali en séjour dans notre pays ont exprimé leur satisfaction et promis d'agir ensemble. Aujourd'hui, Bamako est célèbre par la photo. Abidjan est célèbre par la musique. Ouagadougou est célèbre par le cinéma. Conakry veut avoir le livre. Si l'UNESCO a accepté de soutenir ce projet, c'est aussi avec le soutien des professionnels maliens, du gouvernement malien. Donc ce soutien doit se poursuivre parce que la Guinée et le Mali, vraiment, c'est le même peuple. Le Mali, qui fête les 57 ans de sa souveraineté, est engagé à aller contre toute atteinte à son intégrité pour que le Malien, partout où il se trouverait, se sente en liberté et dans la dignité. On en vient au troisième titre de cette édition. Le Sili national de Guinée doit se rendre à Abu Dhabi pour un stage de formation au compte du mondial des cadets qui se tiendra en Inde. À la veille de leur départ, le département des sports et la Fédération guinéenne de football ont procédé au paiement des primes des joueurs et encadreurs. Les détails avec Kaba Fodé. Dans moins de 2 semaines, le monde de football des jeunes va vibrer au rythme de la Coupe du monde des cadets, l'Inde 2017. La Guinée, qui participe à cette compétition, bénéficie du soutien de l'État après la remise du drapeau à l'équipe par le Premier ministre chef du gouvernement. Les joueurs et leurs encadreurs ont reçu la prime de qualification. Ces primes de qualification et les primes d'objectifs, il y a un arrêté conjoint qui est signé entre le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget également. Cette prime de qualification s'élève à $3 000 par personne pour une délégation de 30 personnes. À ces 3 000 s'ajouteront aussi des indemnités de $2 000 qui seront payées à l'occasion du stage de préparation que l'équipe effectuera du 26 septembre au 3 octobre prochain à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Et ce n'est pas tout, car l'État, à travers le département des sports, a aussi prévu les primes d'objectifs qui seront payées en fonction de l'évolution de l'équipe dans la compétition. Pendant les phases finales de cette compétition également, $2 000 si l'équipe se qualifie en quart de finale, $3 000 si l'équipe se qualifie en demi-finale, $5 000 si l'équipe se qualifie pour la finale. L'État a même prévu le match de classement, un montant de $3 000 également. Le paiement de ces différentes primes constitue un sentiment de devoir accompli par les autorités et une source de motivation pour les joueurs et leurs encadreurs.
Nous avons des obligations de résultats au niveau du département. Vous êtes obligés de faire des résultats. Si vous pouvez remporter la coupe, tant mieux. Mais si vous ne voulez pas remporter la coupe, si vous ne devez pas remporter la coupe, évitez les défaites foutaises. Les défaites foutaises, c'est quoi? C'est de perdre contre des équipes qu'on peut battre. Donc nous comptons entièrement sur vous. Nous avons joué la Coupe d'Afrique, ça les promesses. On a été 3e, ce n'était pas notre objectif, c'était le trophée pour la première fois. Alors nous allons partir pour la Coupe du Monde avec beaucoup de motivation. Moi je pense que l'argent ça surmotive les jeunes parce qu'ils ne sont pas habitués. 3 000 $ c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour les parents avec la conjoncture, c'est pas beaucoup pour les footballeurs qui veulent suivre leur carrière. Logé dans la poule B en compagnie de l'Iran, de Costa Rica et de l'Allemagne, la Guinée entre en compétition le 7 octobre contre la République islamique d'Iran au Municipal Stadium de Goa dans la région de Bombay. Page noire avant de nous quitter, le colonel Mandjou Baldé, commandant de la 4e région militaire de Zérékoré, est décédé le 19 septembre dernier des suites de maladie. La dépouille de ce vaillant soldat a eu droit aux honneurs militaires au bataillon du quartier général. Adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Colonel Mandjou Baldé a tiré sa révérence le 19 septembre dernier par suite de maladie à l'âge de 54 ans. Jusque-là, commandant la 4e région militaire de Zérékoré, cet officier supérieur s'est fait remarquer par ses qualités de rassembleur et d'homme intègre. Autorité civile et militaire, forces de défense et de sécurité, notabilité de Zérékoré, parents et amis lui ont rendu un dernier et vibrant hommage ici au bataillon du quartier général. Dans ton adresse à la promotion, nous avons retenu deux valeurs sublimes. Pardonner et se mettre au service des autres. Cet idéal a été le fil conducteur de tes actions. Mon ami, point besoin de te demander pardon, car tu nous as toujours et déjà pardonné. C'est à nous de te pardonner et de demander à Dieu, le Tout-Puissant, de t'accorder sa miséricorde, car la perfection n'appartient qu'à lui. Originaire de Dalaba, colonel Mandjou Baldé a été incorporé dans l'armée en 1990. Après sa formation commune de base, il est admis à l'école militaire interarmes, d'où il sort officier. Depuis, il a multiplié les stages à l'étranger et occupé plusieurs postes de commandement. Ses enfants se souviennent d'un père affectueux. De par la qualité que Dieu le Tout-Puissant lui avait donnée, il avait la facilité de soulager les personnes qui ont de la chance de le côtoyer et avait une attention soutenue pour tous. Colonel Mandjou Baldé s'était pleinement investi dans le renforcement des relations civilo-militaires dans la région de Zérékoré. Il nous quitte après 27 ans de loyaux services, laissant derrière lui 2 veuves et 5 enfants. Que son âme repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme à notre compagnie. Bonsoir à tous. Ambalena amralu fo alumeni majira watini na kalto